Bienvenue en 2 de la gouvernance talent. À l'exercice du bilan, le chef d'État béninois ne s'est point dérogé à la faveur de l'émission internationale coproduite par RFI, TV5 et Le Monde. Il aura levé un coin de voile sur nombre de sujets. L'état de la gouvernance du pays, les nombreuses réformes initiées, la crise socio-politique, les supposés conflits d'intérêts, les opérations de déguerpissement, ses probables ambitions pour 2021, pour ne citer que cela, bien évidemment, une sortie médiatique qui n'aura laissé presque aucun de ses compatriotes indifférents, chacun avec ses analyses, ses appréhensions. 100% Bénin pour le numéro du jour. Mesdames, Messieurs, il sera question de donner la parole aux acteurs politiques. Un de la mouvance et un autre de l'opposition pour un regard croisé. Ce sera autour du thème interview bilan en 2 du nouveau départ, le vrai visage de la gouvernance sous talent ou une opération de charme de plus. L'instant débat avec, à ma gauche, Igor Aguenawa, délégué dans le département du Zou pour la coalition Bénin en route. Il est en outre membre de la communication, membre de la commission communication de la dite coalition. Igor Aguenawa fut directeur du Fonds du numérique au Bénin, l'un des jeunes à faire la fierté de la jeunesse béninoise et qui continue son ballon de chemin désormais sur l'échiquier politique qui sont de plus en plus nombreux. Igor Aguenawa, bonjour. Bonjour, Jérôme. Merci de répondre à notre invitation. C'est un devoir, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. En face de lui, un autre jeune, vous le connaissez, Laurent Delors-Faton, docteur en communication. L'homme désormais aborde aussi fièrement la casquette d'acteur politique. Il est le secrétaire national adjoint à l'économie numérique des FCBE, Foscori, pour un Bénin émergent, désormais parti politique pleinement. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Etondi, c'est un plaisir renouvelé. Merci de répondre à notre invitation. L'interview accordée par le chef de l'État, RFI, TV5 et Le Monde aura focalisé l'attention tout ce week-end. Une intervention attendue par d'aucuns et qui a abordé plus d'un sujet, des plus brûlants de l'actualité à ceux qu'on pensait trop taciturnes pour ne pas être évoqués. Le chef de l'État s'est prononcé sans langue de bois sur la plupart d'entre eux. Chers invités, les 6 du jour, ce sera vous qui le ferez fondamentalement. Alors, dans la forme, quel a été le regard de l'acteur politique? Je me retourne vers Igor Aguenawa. Quel a été le regard de l'acteur politique sur cette sortie? Dans la forme d'abord. Ok, merci Joël. Je voudrais à l'entame vous féliciter parce que c'est la première fois que je mets pied dans vos studios. Et je voudrais vous féliciter parce que quand on sait de qui vous tenez, on ne peut pas imaginer que vous battriez pour autant pour l'équilibre. Parce que donc, c'est ça aussi la démocratie. Donc, au regard de qui vous tenez, vous pouvez vous cantonner et inviter que des gens de votre courant politique. Je crois que ce n'est pas ce que vous faites. Vous donnez la parole autant aux gens qui animent l'opposition, autant aux gens qui animent la mouvance. Et c'est bien pour la démocratie. Ça, c'est le ferment de la démocratie, même si par ailleurs, je dois faire le vœu qu'il faut faire davantage. En regardant plus de notre côté. Parce que c'est nous qui sommes à la manœuvre aujourd'hui. Et vous savez, c'est celui qui danse qui est plus ou critiqué ou plus applaudi. Ne vous en faites pas, Igor Aguenawa, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, accompagne le régime au pouvoir. Je ne vous arrête pas là, je vous arrête pas oui, la parole. Je vais répondre à votre question. Je voudrais d'abord préciser à nos téléspectateurs, SICA Télé, en dépit de ce que beaucoup pensent, reste purement une chaîne d'information. Et ici, le leitmotiv reste la liberté de ton, de parole, mais dans le respect de l'autre. Donc, ce plateau est ouvert à tout le monde. Vous qui nous suivez, pensez que c'est une porte fermée où il faut un mot de passe pour y accéder. Non, vous y venez sans un franc. L'information à toutes les couleurs, comme vous l'entendez, la liberté d'expression, tout simplement. SICA TV, donc, pour vous servir. Igor, vous avez la parole. Ok, donc, pour revenir à votre question, vous me demandez d'apprécier l'interview du président de la République sur la forme d'abord. J'espère qu'on a le temps d'aller dans le fond. Dans le fond. Oui. Alors, je n'ai pas la prétention donc
d'opiner sur l'intervention d'une institution comme le président de la République. Cependant, de notre petite position de citoyen, d'observateur, nous pouvons en dire quelques mots. Je voudrais dire en clair que, comme le disent souvent les Béninois qui ont appris à connaître Patrice Talon depuis quelques années maintenant, si vous écoutez Patrice Talon, vous avez la chance d'être convaincu. Donc, je voudrais faire observer avec vous que hier, nous avons été une fois de plus séduits par l'homme, l'élégance, le choix des mots, et surtout une diction sans pareil. Et donc, vous êtes à l'aise à le suivre. Il est plaisant, Patrice Talon. Bon, maintenant, on peut en dire après ce qu'on veut. Mais à mon niveau, je crois que c'est une interview de grande facture, de belle facture, et l'acteur principal était Patrice Talon, avec les qualités d'éloquence qu'on lui connaît, avec les qualités de diction qu'on lui connaît. Voilà ce que je veux dire brièvement sur la forme, en attendant qu'on entre dans le vif du sujet tout à l'heure pour aborder on va écouter rapidement votre vis-à-vis de cette interview-là. Oui, de Laure. Quand j'ai écouté mon vis-à-vis, je voudrais lui dire, s'il reconnaît que Sika TV fait un bon travail et qu'il y a l'équilibre de l'information, je souhaite vivement que de son bord, qu'ils œuvrent à ce que Sika TV soit désormais capté au Bénin. Et que tous les Béninois aient droit aussi à Sika TV, parce que ce qui se passe aujourd'hui, que Sika TV ça, c'est le travail de la HAC. J'aurais voulu. Je vous lance un appel, vous êtes au pouvoir. Il y a la séparation des pouvoirs au Bénin. Le chef de l'État est le garant des lois de la République. Et vous avez toujours souhaité qu'il y ait une collaboration des institutions. Je vous demande de dire au chef de l'État d'œuvrer à ce que la HAC nous permette de voir désormais Sika TV au Bénin. Cela dit, je viens sur la question. Vous savez, hier, il était question d'une interview. J'enseigne à l'université l'interview. Et dans une interview, les règles élémentaires, je ne voudrais pas donner de cours d'interview aux éminents journalistes qui ont animé, mais hier n'étaient pas dans leur plat. Ils n'étaient pas dans le genre informatique, dans le genre noble dont il est question. Parce qu'une interview doit permettre à ce qu'on amène le vis-à-vis à dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Et c'est un combat pratiquement, et il faut que quand on en sort, les téléspectateurs puissent dire qui a gagné ou qui n'a pas gagné, ou bien il y a eu quand même l'équilibre. Et hier, j'ai vu un chef de l'État dans un one-man show inédit avec des journalistes qui ne maîtrisaient pas de quoi il est question. Il aurait fallu exagérer par des journalistes qui ne maîtrisaient pas. De quoi il est question, parce qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État les a ramenés sur des statistiques. Et non seulement sur des statistiques, il était question qu'à des moments donnés, parce que l'interview, on n'est pas tenu de rester collé au questionnaire. On est tenu de suivre le fil conducteur de l'interviewé pour pouvoir le relancer chaque fois. Mais toutes les fois qu'il était question de relancer le chef de l'État, on ne l'a pas fait. Dans la forme, l'interview n'en était pas une. Ça, ce n'est pas la faute au chef. C'est la faute aux journalistes qui a été sélectionné. Je dirais journalistes importés. Parce qu'il y a des journalistes de qualité dans ce pays. Il y en a déjà de qualité en Afrique à qui on pouvait quand même faire appel pour animer une interview de ce genre. Et nous savons depuis quelques années qu'on est en train de faire une promotion des médias africains. À défaut des médias nationaux, il y a des médias africains qui ont une grande facture que nous connaissons. Je ne voudrais pas nommer Africa 24 et autres. Nous avons les journalistes émérites sur cette chaîne de télévision qui peuvent faire le boulot, qui peuvent permettre à ce qu'on révèle, si les questions de révéler le Bénin vraiment à l'international. Parce qu'on a su que depuis les années 60, de tout le temps, les médias internationaux n'ont jamais valorisé l'image de l'Afrique. Ils ont toutes les informations que l'image de l'Afrique soit biaisée. Et je déplore le fait que ce soit ces journalistes et ces médias qui aient fait le boulot. Suivez par exemple sur Africa 24, vous allez voir que hier, le ministre de la Communication de la RDC disait que le monde a menti sur la RDC. Ça veut dire que si c'est ces médias qui doivent faire cette communication du chef de l'État après 2 ans d'exercice, alors qu'il n'a pas été élu par les étrangers, il a été élu par les Béninois, il aurait fallu que les Béninois l'écoutent, il aurait fallu qu'il parle aux Béninois. Ça n'a pas empêché les Béninois de l'écouter, de leur façon. Tous les Béninois ne sont pas sur les chaînes dont il est question.
Et pour que les Béninois l'écoutent, il aurait fallu que ce soit des journalistes béninois qui maîtrisent bien les préoccupations des Béninois qui en parlent. Vous avez constaté que l'entretien n'a pas abordé les préoccupations des Béninois. L'entretien s'est préoccupé seulement de dire à la face du monde entier ce que le chef d'État a voulu dire. A fait seulement un show de chef de l'État qui ne se préoccupe pas de ce qui se passe au Bénin, parce que l'interview, dans la forme, vous avez vu, elle n'a pas abordé la question des crises sociales au Bénin. Elle n'a pas abordé la question des dettes intérieures, elle n'a pas abordé la question des systèmes partisans, toutes les questions au Bénin. Les préoccupations majeures du peuple béninois n'ont pas été abordées. Et peut-être, je ne suis pas sur le communicateur du chef de l'État, il a eu un objectif. Peut-être que l'objectif, c'est de séduire les investisseurs afin qu'ils investissent au Bénin. Et si tel est le cas, je pense que dans la forme, elle est mal choisie. Oui, ce sont vos regards et vous en portez la responsabilité de vos positions et regards. Dans le fond, il sera question pour chacun d'entre nous de pouvoir commencer sur l'essentiel. 45 minutes, c'est long, mais c'est court. Alors, Igor et Guinawa, si on doit aborder des questions dans le fond, vous auriez souhaité, par exemple, qu'on démarre avec quel sujet ? Bon, je crois que vous avez un conducteur pour l'émission. Tout à fait. Je n'aurais pas souhaité... Je vous donne la largesse de faire un choix. Bon, avant d'aller dans le fond, vous allez me permettre quand même de dire un mot sur l'intervention de mon vis-à-vis. Oui. Alors, donc j'ai été surpris un peu de sa position par rapport à nos confrères qui étaient avec le président de la République hier, et qui ne sont pas des moindres. Quand vous regardez le plateau d'hier, vous avez, que vous les aimiez ou non, vous devez vous rendre compte, vous devez vous rendre à l'évidence qu'il s'agissait des journalistes, des confrères d'expérience, des gens qui ont du métier. Et donc, on ne peut pas dire que parce qu'ils ne sont pas béninois, ils sont mauvais, tout de go. D'ailleurs, même l'histoire de la télévision, l'histoire de la presse, enseigne que c'est venu de là-bas, pour parler, pour faire court. C'est venu de là-bas, c'est leur travail. C'est forcément meilleur. Donc, on n'a pas dit, non, on a appris deux. Deuxième chose que je voulais dire, moi, je n'enseigne pas la communication. Je n'enseigne pas la communication, mais j'ai fait la communication. Donc, quand on dit qu'une interview, je crois qu'il y a eu un peu d'amalgame tout à l'heure, un mélange de genres. Une interview, si ça n'a pas changé du temps où j'étais dans la profession, c'est un genre informatif. Or, ce qu'il y a eu hier, c'est de la communication. Il faut faire la différence entre communication et journalisme. Dans la communication, on veut faire l'image de quelqu'un. On veut faire l'image de quelque chose. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'affront au président de la République de parler... Encore qu'on dit qu'il ne communique pas beaucoup. Donc, c'était une opération de communication. Charme. On ne peut pas dire que c'est une interview et qu'il faut... Encore que les caractéristiques d'une interview n'étaient pas... C'est pas dans ce genre de contexte qu'il faut penser avoir affaire à une interview d'école. Non, je crois qu'il y a eu des mélanges à ce niveau-là et qu'il faut rectifier. Donc, je vais rectifier pour dire que sur votre plateau, d'ailleurs, vous-même, vous l'avez rectifié, je ne me vois pas comptable donc, de faire l'affront, donc d'atteinte à la confraternité, à des journalistes de ce niveau-là. Quand même, avec ce qu'on a vu hier, quand même. C'est pas parce qu'ils ne sont pas béninois qu'ils sont forcément tout ce qu'on peut imaginer. Ensuite, vous me donnez la largesse de choisir les sujets. Et je disais que des aspects qui vous auraient retenu. Par exemple, je crois qu'il est important qu'on en parle parce que ça reste quand même au-devant de l'actualité nationale, la délégation du port autonome de Cotonou. En dehors de ça, la grève, par exemple, la grève des magistrats, la grève dans le secteur du port de Cotonou. Votre vis-à-vis fera pareil. Et comme je l'ai dit, vous allez dresser les grands axes de l'émission, la délégation au niveau du port de Cotonou, sur ce sujet. Alors, je crois que nous avons une hypocrisie nationale. Nous savons que le port autonome de Cotonou est le fleuron de l'économie du Bénin. Vous savez, le port de Cotonou, c'est l'un des tout premiers offices laissés par le colon. Et pour qui connaît le port de Cotonou, il sait que c'est une entreprise mal gérée.
et donc mal gérée, et donc par conséquent contre-performante. C'est une entreprise contre-performante, tout le monde sait ça là. Ce qui a manqué au gouvernement qui se sont succédés, c'est l'audace, c'est le courage. Et c'est ce que Patrice Talon a eu justement. Il a eu plus de l'audace et il a eu plus de courage pour dire, bon, écoutez, nous avons fait, depuis l'indépendance jusque maintenant, nous avons géré nous-mêmes. Bon, maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer avec la délégation ? C'est tout simple. Et la délégation ne vise que 2 objectifs. Premier objectif, confier la gestion de la société, qu'est le port autonome de Cotonou, à une main experte. En l'occurrence ici, le port d'Anvers. Donc, il gère la société, il rencontre. Premier objectif. Deuxième objectif, ils font une assistance auprès du conseil d'administration du port autonome de Cotonou. Donc, voilà les 2 objectifs que vise la réforme intervenue au port de Cotonou. Bon, le reste, c'est de la politique aérienne. Sinon, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Nous avons une famille, nous avons une maison familiale. Nous avons des locataires, c'est mal géré, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas un certain nombre de choses, les ressources humaines ne sont pas bien utilisées. Et le père de famille, donc, dans le contexte de ce que j'évoque, donc le président de la République, le père de famille dit, OK, bon, comme nous n'arrivons pas à gérer nous-mêmes, bon, alors nous confions ça à quelqu'un qui en a l'expertise, qui nous gère ça pendant un temps, et après, on va évaluer pour voir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si on veut comprendre. C'est exactement comme ça. Donc, à un moment donné, oui, le président de la République a décidé de mettre sous délégation le port de Cotonou, et nous allons essayer pour voir les résultats que ça va donner en comparaison. On va mettre ça dans la balance, on pourra évaluer. Je comprends nos compatriotes, je comprends certains de nos compatriotes qui estiment que, bon, voilà, on veut vendre le port de Cotonou, on veut privatiser. Bon, heureusement qu'il y ait celui que les Béninois ont porté à la tête de leur État à plus de 65%, a dit hier que le port de Cotonou n'est pas privatisé, le port de Cotonou n'est pas vendu. Le port de Cotonou est simplement en train de vivre une réforme qui, à terme, vise la performance économique de ce que nous considérons comme le fleuron de l'économie. Réaction de votre vis-à-vis. Je terminerai en disant que si vous faites un tour au port de Cotonou, en tout cas du côté de l'administration, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de ressources humaines, il y a beaucoup de personnel, beaucoup de travailleurs qui sont là, qui gagnent de gros salaires, mais qui ne sont pas utilisés au mieux des expériences qu'ils ont eu à acquérir durant des décennies. Ce genre de choses, c'est un défaut organisationnel, une mauvaise gestion de la ressource humaine qu'il faut gérer. La preuve, le partenaire belge est là depuis, je crois, ça fait près d'1 mois maintenant. Bon, on n'a pas encore appris que les acquis sociaux n'ont pas été protégés. Mieux, il y a quelques jours, j'ai suivi, alors que j'étais à l'intérieur du pays, que le syndicat de la maison, le syndicat du port, allait voir même le délégataire, le mandataire, pour dire, écoutez, nous sommes avec vous. Si c'est aussi mauvais pour eux, est-ce qu'ils vont faire ce genre de démarche ? Je crois que non. Donc voilà, je crois qu'il faut mettre la passion de côté. Mais je comprends, c'est le choc au changement, la résistance au changement. Vous allez permettre, on va voir rapidement la réaction de votre vis-à-vis, parce qu'il y a plusieurs sujets à aborder. Oui, de Delors Faton, le chef de l'État, c'est vrai, l'a martelé hier avec la fermeté qui lui est propre. Le port n'est pas vendu. Il s'agit d'une nouvelle expérience que le port est en train d'effectuer, et il va falloir essayer de la vivre, cette expérience-là, et ensuite tirer les conclusions qui s'imposent. Fini la récréation, est-on tenté de dire, de Delors Faton. Il y a ce qu'on appelle la géopolitique. Il y a aussi la géoéconomique. Aucun pays ne peut se permettre de laisser son patrimoine là où son économie, le poumon de l'économie, dans la main des étrangers. Il n'est pas concevable qu'un pays puisse permettre que les étrangers connaissent ce qu'ils gagnent chaque jour et savent quelles sont les recettes qu'il fait tous les jours. C'est inconcevable. Faton, il a été dire que les caisses de l'État ne sont pas régulièrement renflouées. Et que le port ne joue pas à fond. Ce n'est pas affaire de renflouer ou pas renflouer. Chaque État souverain est en compétition avec les autres États. Il n'est pas concevable qu'un pays puisse faire voir
ce qu'ils gagnent tous les jours par d'autres États. Parce qu'aujourd'hui, le port est l'endroit par lequel le Bénin engrange le plus de ressources financières. Et ce port est confié à des étrangers, des Belges, qui chaque jour pourront faire le bilan de ce que nous gagnons au Bénin à des pays étrangers. Ça, c'est un aspect mineur même que je dirais. Ah bon? Mais quand on est un chef de l'État et qu'on a... Vous avez dit un aspect mineur. On veut savoir quand on est un chef de l'État et quand on a pris les rênes d'un pays et qu'on se permet le luxe de dire que nous avons donné des compétences, je pense qu'au bout de 2 ans, il aurait fallu œuvrer pour qu'il y ait des compétences dans ce pays. On ne peut pas dire il y a 2 ans qu'il n'y a pas de compétences et faire 2 ans pour nous dire toujours qu'il n'y a pas de compétences. Ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance qui se pose de manière sérieuse. Si je suis un chef de l'État et que je suis élu et que je sens que dans mon pays, il y a plein de compétences, et alors que je sais qu'il y a des cadres, il y a des gens qui sont formés dans un domaine donné, je les renvoie, je les renvoie dans les domaines où ils vont être perfectionnés pour venir diriger. Et après 2 ans, 1 an suffit pour que des cadres de ce pays puissent être mieux formés, mieux outillés, pour peut-être renforcer, pour pouvoir diriger le port de manière efficiente. Mais si après 2 ans, je n'ai pas été capable de pouvoir envoyer des cadres du pays, se faire former, faire de l'expérience pour pouvoir diriger le port, et que c'est après 2 ans que je confie le port à des expatriés, je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème, je dis que le chef d'État n'est pas cohérent avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parce que si, après son élection, le 6 avril 2016, il est allé dire ce qu'il a dit en France et qu'après 2 ans, il confie la gestion du port béninois à des Belges, je dis que qu'est-ce qu'il fait alors après 2 ans? Ça veut dire que d'ici 5 ans, on nous dira toujours encore qu'il n'y a pas les compétents au Bénin. Et je suis écœuré de savoir que chaque fois qu'il est question des Béninois de manière générale, il y a l'incompétence. Mais quand il est question des siens, quand il est question de sa famille, de ses alliés économiques, il y a la compétence. Parce qu'hier, il a dit dans son intervention qu'il fait tout pour que les sociétés dont il s'est retiré gèrent de manière irréprochable, de manière propre les entreprises, les portions qu'on lui a confiées. On connaît qu'il s'agit de Bénin Contrôle et autres. Et ceux-là, il dit à la fin du monde qu'ils gèrent bien et qu'ils gèrent de manière irréprochable et propre, alors que nous savons bien que ceux-là sont des Béninois. Et si ces Béninois gèrent bien, ils sont compétents, les autres ne sont pas compétents. Si moi j'étais de la rupture, bien j'étais partisan du chef de l'État, depuis hier, je me serais démarqué. J'aurais compris que je ne vaux rien à l'image au vu du chef de l'État et que pour lui, il n'y a que les siens qui sont bons, qui sont compétents, que nous sommes. C'est pas l'étude tronquée. C'est pas l'étude tronquée, c'est assez simple. Parce qu'il n'a jamais dit que ces entreprises qu'il a quittées gèrent mal. Il a dit qu'il gère de manière irréprochable et propre. Mais il dit quand même que le port est mal géré. Il dit quand même que partout il y a l'incompétence. Et c'est écœurant qu'après 2 ans, il tient ce discours. Il aurait tenu ce discours il y a de cela 6 mois après, savoir dire ce qu'il a dit en France, que je dirais qu'il a un programme peut-être pour que les Béninois deviennent compétents. Mais moi, je ne suis pas incompétent. Je suis compétent et je sais qu'il y a beaucoup de Béninois qui sont compétents. Donc vous auriez souhaité qu'il envoie les Béninois. Si c'était vrai, ce qu'il a dit en début de son mandat il y a 2 ans, et qu'il y avait des incompétents au Bénin, il aurait fallu qu'il les renforce en 2 ans. Je ne pense pas que les Chinois se soient développés en important de l'expertise tout le temps. Les Chinois ont envoyé les leurs en Europe, se faire former, se renforcer, venir développer leur pays. Ce n'est pas concevable qu'après 60 ans de démocratie, mais d'indépendance au Bénin, on continue toujours de nous faire cet affront. En tout cas, le port, a-t-il souligné, n'est pas vendu. Le port reste le patrimoine des Béninois, mais il s'agit d'une expérience qu'il invite les Béninois à faire, à le suivre, à lui faire confiance. De leur façon, assez de sujets débattus. On passera à un autre. Vous auriez souhaité lever votre regard sur lequel, avant que je vous pose mes questions à moi. Je pense que le chef de l'État a abordé la question des déguerpissements et je pense qu'il faut y revenir. Oui, vous avez la parole. Votre vis-à-vis aura sa réaction. Le chef de l'État est un opérateur économique, on l'a dit, et nous savons qu'en marketing, c'est le commerçant qui court vers le client, qui cherche à avoir le client partout où il est. C'est le marketing de proximité. Aujourd'hui, il y a le marketing de réseau et tout ça. On va chercher le client dans son dernier retranchement. Et quand il dit qu'il n'est pas concevable que les clients courent derrière, que les commerçants courent derrière le client, je dis, mais nous sommes dans quel système? Parce que c'est le B.A.B.A., ça fait partie des 4 P du marketing. Et si il conçoit aujourd'hui qu'il n'est pas question que les commerçants courent derrière les clients, je dis, de quel commerce parlons-nous? Et si vous suivez le chef de l'État, dans son discours hier, il n'a jamais dit qu'on a dégagé les gens parce qu'on voulait faire l'asphaltage, parce qu'on voulait moderniser ou bien on voulait embellir la ville de Cotonou. Il a dit,
qu'il n'est pas normal que les gens occupent l'espace public de manière illégale. Et que c'est pour ça qu'on les a dégagés. Mais quel est le discours qu'on nous a tenu dans ce pays il y a de cela un an et demi? Le préfet Touboula et autres nous ont dit parce qu'il faut embellir Cotonou. Et après 1 an et demi, je n'ai pas vu Cotonou embelli. Je n'ai vu que deux artères. Est-ce que ça va? Je n'ai vu que 2 portions d'artères qui ont reçu un embellissement entre griffes. Il y a Rouiho, une petite parcelle de la tête de Rouiho a reçu un embellissement. Et quand vous allez dans la zone de Zongo, bien dans la zone de Bisembo, vous verrez aussi une petite portion. Les autres vont suivre. Les autres vont suivre. Mais il a dit hier qu'il est normal que les Béninois marchent, circulent dans la tête, sur le terre central. Et qu'on a constaté qu'au Bénin, les gens occupent. Allez aujourd'hui dans Cotonou. Nous sommes à Cotonou. Regardez ce que sont devenus ces terres centrales. Aujourd'hui, si vous marchez et que vous n'êtes pas prudent, vous allez vous blesser. On a transformé ces artères qui étaient par le passé cimentées ou bien pavées. On a tout dégradé et c'est laissé à l'état où il est difficile même de marcher pour les piétons. Il faut que les occupants ou les propriétaires s'occupent de leur devanture. Vous n'avez pas demandé à l'État de le faire. Mais c'est l'État qui a demandé à propriétaire de dégager, de casser tout. Et c'est l'État qui est venu casser. C'est à l'État de réparer ce qu'il a cassé. Parce que les gens par le passé avaient déjà nettoyé, assaini ces endroits. Et l'État est venu avec les tracteurs et consorts cassés. Et depuis 1 an et demi qu'ils ont cassé, ils n'ont rien fait. C'est devenu comme un champ de guerre, alors que nous ne sommes pas en guerre au Bénin. C'est votre regard, oui, Igor. Oui, alors vous allez me permettre de revenir un peu en arrière sur la question du port. Là, vous avez que pour 1 minute, sinon on risque de faire le débat sur Non, je tiendrai dans le temps. Allez-y. Je tiendrai dans le temps. Pour dire à mon vis-à-vis que le port d'Anvers est le 2e meilleur port, si on peut ainsi dire, d'Europe. Je parle d'Europe, je ne parle pas d'Afrique. Donc, c'est les gens qui ont l'expertise. Sur cette question-là, il ne devrait pas avoir débat. Deuxième chose, il demande au président de la République de former de la ressource humaine capable de gérer le port de Cotonou en 2 ans, ce qui est impossible. Si vous connaissez la nomenclature des profils, des curricula, de spécialistes en gestion des métiers de la mer, vous comprendrez bien que d'abord, nous n'en formons pas au Bénin. Il n'y a pas d'école qui forme au métier de la mer ici, chez nous. Il faut aller à Dakar pour ce qui est de l'Afrique, et puis il faut aller en Europe. Nous n'en avons pas. Donc, ce genre de profil, on n'en a pas. Et si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'il ne serait pas mieux, au lieu, à l'opposé de ce qu'il avance, qu'on envoie les gens se former? Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent pour nous d'apprendre à côté, auprès des gens qui ont déjà l'expertise? Ça, c'est une question que je me pose. Et je crois que le président de la République est sur la bonne voie en menant de l'expertise, en rapprochant l'expertise pour ce qui est de la gestion des ports. Par rapport à la question maintenant, quitte à nos compatriotes d'apprendre auprès des gens qui en ont l'expertise. Alors, la question du déguerpissement, c'est une question que je prends depuis que ça a commencé avec beaucoup de pincettes. En ceci que je suis un peu partagé. Partagé parce que ceux qui vendent au bord des voies publiques, c'est nos parents, c'est nos épouses, c'est nos mères, c'est nos tantes, c'est nos frères, ainsi de suite. Il y en a même pour ceux qui vendent à la sauvette dans les feux tricolores. Dans quel pays sérieux au monde vous avez vu que quelqu'un court derrière une voiture ou une moto pour vendre à la sauvette? Deuxième chose, ceux qu'on a déguerpis des artères ne sont jamais plaints. Ils n'ont pas dit que c'est leur propriété qu'on les a déguerpis. Ce qu'il faut reprocher au déguerpissement, c'est peut-être la communication qui a manqué pour préparer, pour sensibiliser les gens. Les Béninois ne sont pas aussi naïfs. Ils savent là où se trouve leur bonheur. Et je dirais finalement sur cette question que je suis heureux que mon vis-à-vis ait remarqué quand même que ne serait qu'une petite portion quelque part qui est aménagée. C'est lui seul qui dit que c'est une petite portion. 1000 pas commencent par un petit pas, 2 pas, 3 pas, jusqu'à atteindre 1000 pas. Et quand vous allez sur la terre qu'il évoque, si vous allez sur la terre, l'axe Ouïro et Adjaragon et Ouïro aujourd'hui, vous allez être fiers d'être béninois et vous n'avez alors à faire une prière que de vouloir, de désirer que toutes les artères à Cotonou, tout au moins, soit comme la terre qu'il évoque. Ensuite, quand vous allez du côté de la plage aujourd'hui, il n'en a pas parlé.
il n'en a pas parlé. Quand vous allez à ces endroits-là, vous allez remarquer avec bonheur qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Il y a un début d'urbanisation moderne, comme on en voit à l'étranger, qui se fait. Et tout ça là, ça ne se fait pas avec un claquement de doigts. C'est des études, c'est des financements et c'est une méthode pour conduire ce genre de réforme. Je les comprends. C'est humain que l'être est de la résistance au changement, au nouveau. Mais après, quand ça vient, on oublie qu'on a vilipendé, on a critiqué. Et je crois que c'est leur droit. C'est la démocratie qui dispose ainsi. C'est la démocratie qui dispose ainsi. Et nous leur donnons rendez-vous d'ici quelques années. Ils verront bien. Je crois qu'ils parlent de petites parcelles. Je crois que dans 1 an, 2 ans, encore, quand on va revenir ici, j'espère qu'il aura le bonheur de vous dire que ça a été élargi. Nous sommes dans une disposition d'esprit. Nous sommes dans une méthodologie de développement que nous n'avions pas vue par le passé. Et c'est ça qui désoriente un peu nos compatriotes. De l'enfanton, je vous sens comme à même de vouloir réagir. Je ne sais pas sur quel point vous y allez rapidement avant que je pose ma question. Le port d'Anvers, considéré comme le deuxième port le plus compétitif de l'Europe, est aussi l'un des ports où il y a le plus de trafic de drogue. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Occidentaux aussi qui le disent. Et le port d'Anvers n'est pas parmi les meilleurs ports compétitifs du monde entier. Il faut aller à Singapour et qu'on sort pour aller voir les meilleurs ports du monde entier. Et si nous voulons être les meilleurs, ce n'est pas avec les derniers, parce que ces ports, quand on veut les classer au niveau des autres ports dans le monde entier, ils ne sont pas les meilleurs. Ils sont très loin devant les meilleurs ports du monde entier. Et si tel est le cas, je reviens sur ce qu'il dit, il aurait fallu envoyer les Béninois, parce qu'il y en a beaucoup qui sont formés, qui sont au port de Cotonou, qui ont fait de hautes études dans le domaine portuaire. Il aurait fallu les envoyer depuis qu'on est là, pour qu'ils aient de la compétence qu'il faut pour mieux gérer le port. Mais la question de la gestion du port, ça ne passe comme ça qu'on va la résoudre. Et je suis heureux quand même que c'est un jeune comme moi qui me dise, qui nous donne encore l'opportunité de revenir faire le même débat d'ici 1 an. Je serais heureux de faire le même débat d'ici 1 an. Mais ce que je constate est que le chef de l'État hier était dans une posture toujours futuriste. Je le vois toujours en campagne, alors qu'on a fini la campagne depuis. Quand on est chef de l'État, on ne passe pas tout le temps, toujours dit demain. Parce que dans son discours hier, il a abordé la question de l'emploi. Et il nous dit que on aura l'emploi quand on aura fini d'installer les usines. Je ne sais pas combien d'usines ont été déjà installées au Bénin. Parce qu'il a dit, pour créer de l'emploi, il faut des usines. Et avant d'avoir les usines, il faut les études. Après les études, il faut l'investissement. Et avant de commencer maintenant par avoir les emplois. Je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas, on n'a pas les études qui sont faites par rapport aux usines. Dans le PAG, on n'en a pas parlé du tout. Il n'y a pas question d'usine dans le PAG. Et il nous renvoie maintenant vers les usines pour trouver l'emploi. Et il dit que c'est quand on aura fini. Alors qu'il a dit hier, il veut faire les choses de manière rapide, efficace et vite. C'est ce qu'il a dit. Je veux agir de manière efficace et vite. Vous pensez qu'il y a de la contradiction ? Mais c'est évident. S'il dit qu'il va agir de manière efficace et vite, le vite se mesure à combien de temps ? Parce qu'il dit que ça fait quelques mois. 2 mois n'est pas quelques mois. 2 ans n'est pas quelques mois. 2 mois, ça fait 24 mois. Et en 24 mois, il n'a pas été capable de nous montrer des actes concrets par rapport à l'emploi et nous renvoie toujours dans un futur hypothétique que personne ne peut nous dire quand. Parce que lui-même n'a pas dit quand hier. Quand on lui a posé la question, il a dit que l'emploi ne se décrète pas. Et si en 2 ans, il n'a pas été capable de créer de l'emploi pour les Béninois et qu'on n'en a que supprimé, je me dis, à quand est-ce qu'on aura l'emploi ? Et vous êtes jeunes, nous avons les jeunes comme nous. Nous avons fait 11 000 recrues. Ça, vous n'avez pas suivi. Il faut que vous fassiez un peu preuve d'honnêteté intellectuelle et morale. Ces emplois qui ont été créés, les recrues qui ont été faits, c'est ceux dont on avait supprimé les concours. C'était déjà ceux qui étaient recrutés par le régime de feu et pas à cause des suspicions qui sont nées. On a supprimé les concours. C'est qu'on n'a rien créé, on n'a pas recruté. Le régime actuel n'a rien recruté. Il faut que le régime soit un peu honnête. Ils n'ont pas recruté. Ce n'est que ceux que le régime de fait a recruté et qu'on a suspendu ou supprimé les concours, qu'on a relancé à nouveau. Alors, qu'on arrête de faire de la communication, parce que je suis communicateur après tout. Et la communication ne se base pas sur le mensonge. C'est d'abord les faits. Et quand on prend les faits en communication, on les habille. Mais les faits sont là. C'est ce qu'on nous a appris. Mais les faits sont inexacts. On va évoluer. Les faits sont inexacts en cette matière. On n'a pas créé de l'emploi au Bénin. On en a supprimé d'ailleurs. Parlons des faits et nous allons très vite accélérer un peu. Les supposés conflits d'intérêts, la question a été abordée. Le chef de l'État ne l'a pas évité non plus. Il a apporté ces éléments d'appréciation sur ces reproches sans cesse et qui reviennent qu'on lui fait. Vous l'avez suivi et en le suivant,
quel est le tic que ça vous a fait? Non, moi, ça ne m'a fait aucun tic. Aucun tic? Aucun. Parce que je ne vois pas. Quand on parle de conflit d'intérêts, c'est par rapport à quoi et c'est par rapport à qui? Dès lors que le président de la République a dit, au début de son mandat, oui, je suis un homme d'affaires, je suis un opérateur économique, oui, je suis devenu président de la République, mais je me suis retiré des affaires. J'ai confié tant à tel autre de ma progéniture, j'ai confié tant à tel autre de mes amis. Il a dit, à partir de cet instant-là, je crois que l'honnêteté intellectuelle nous impose de lui faire confiance et d'apprécier au bout du rouleau. Je crois que si on fait comme ça, nous serons plus démocrates, plus modernes. Le reste, c'est de la suspicion. On dit conflit d'intérêts, conflit de ceci. Moi, je n'en vois pas. Je ne vois pas. Et ils ont été les premiers, au fond, ils ont fait partie de ceux-là, à donner souvent de la voix pour parler de conflit d'intérêts. Je vais parler des FCBE. On n'oublie pas le combat mené dans ce sens par FFP. Mais de leur façon, quand vous avez suivi le chef de l'État, est-ce que la bonne conclusion n'a pas été qu'il faut tourner définitivement cette page? Un monsieur très pondéré qui explique un peu tout l'attachement qu'il a au respect de la chose publique. Il a ajouté que les siens, à qui il a désormais confié la gestion de ce qui était hier son patrimoine, il veille à ce qu'il n'y ait pas de mélange de genres. Vous savez, je ne peux pas comprendre qu'un chef de l'État puisse semer autant d'amalgame dans la tête des Béninois et à la face du monde entier. Parce qu'il a dit qu'il veille à ce que ces entreprises fassent des prestations irréprochables et propres. Comment il veille? S'il n'est plus impliqué, comment est-ce qu'il veille à ce qu'il fasse les prestations de manière irréprochable? Parce qu'il a dit qu'il veille. Comment est-ce qu'il veille s'il n'est pas impliqué? Il a dit qu'il a délégué à ses enfants. Qu'est-ce qui a coûté à François Fillon de ne pas être élu en France? Juste parce qu'il aurait fait payer ses enfants, il n'a pas été élu. Ça lui a coûté tout en France. Il reconnaît aujourd'hui que ses enfants sont actionnaires dans ces structures. Et il a dit que les structures dont qu'il fait tout pour que les endroits où il a le pouvoir de décision, qu'il n'y ait pas ces structures dedans. Oui. Mais les seuls endroits où un chef de l'État au Bénin a plus de pouvoir de décision, c'est le porc, c'est le coton. Parce que c'est les deux fleurons de l'économie béninoise. Et c'est ces endroits spécifiquement où ses amis, ses enfants sont actionnaires et sont patrons. Et il dit à la face du monde entier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Je ne vois pas par quelle manière il peut encore afficher, montrer aux gens qu'il a conflit d'intérêts. Mais c'est évident, ça crève l'œil. Mais il peut obliger chacun à jouer sa partition. L'idéal aurait été après son investiture, que au niveau du Bénin Contrôle, on refasse les choses autrement, qu'on résile le contrat et qu'on dédommage Bénin Contrôle ou pas, je ne sais pas, mais qu'on relance un nouvel appel d'offres et qu'une société nouvelle soit recrutée pour faire le travail. Mais si on lance un appel d'offres, ça aura été d'abord l'idéal. Et que de manière transparente, il y ait un appel d'offres, parce que nous savons tous que c'est lui qui en est le propriétaire. Et ce n'est pas parce qu'il a délégué, il a dit ses enfants. Ses enfants dorment dans quelle maison? Avec lui. Les enfants font le bilan à qui? À lui. Mais pourquoi il peut nous dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Il y a conflit d'intérêt et ce n'est pas seulement à ce niveau, à d'autres endroits. Et vous avez vu le chef de l'État, il avait dit dans un entretien que Olivier Bokor est son ami. Et il a toujours dit qu'il est son ami. Ils sont toujours ensemble. S'ils sont toujours ensemble, pourquoi ça vous gêne? Dans certains pays, on a vu simplement que la collision seulement en Afrique du Sud, qu'est-ce qui fait partie de l'un des grands problèmes que Jacob Zuma a eu, parce qu'une famille avec laquelle il était simplement ami a gagné des marchés et ça lui a coûté tout son poste présidentiel. Mais lui, ce n'est pas simplement ami, il affiche que c'est son meilleur ami. Et son meilleur ami avec qui tu as fait les business durant des années, c'est lui qui gère le port du Bénin. Et tu dis qu'il n'y a pas conflit d'affaires. Il n'est pas directeur général du port du Bénin. C'est lui qui gère. C'est lui qui gère Bénin Contrôle. C'est lui qui gère Bénin Contrôle parce que c'est. Il n'est pas directeur général du Bénin Contrôle. C'est Olivier Bokor qui est à la manœuvre au niveau du Bénin Contrôle. C'est lui qui gère. Quand on prend l'AIC, ce sont les siens qui gèrent. Et il dit qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je dis, mais il faut que l'État soit. Mais l'AIC nous a permis d'atteindre un record de coton que nous n'avons pas égalé. C'est un débat. Nous ne sommes pas là pour faire le débat sur le coton. Non, ne vous en faites pas. Là, on le fera autrement. J'espère qu'on aura le temps de parler du coton. Je vous donne ma parole. D'ici là, on va se dire au revoir, mais pas sans évoquer un sujet sur lequel les Béninois avaient hier attendu le chef et voudraient encore en savoir davantage, la question du mandat
mandat unique. Vous l'avez suivi, le chef de l'État, il a apporté son regard par rapport à la lecture et ce qu'on pourrait appeler attente des Béninois. Il a joué pour rappeler un confrère par ici. En tout cas, c'est son regard, bon démocrate. Et je ne sais pas si c'est la lecture que vous en faites aussi. Exactement. Patrice Talon est un démocrate. Nous avons la preuve aujourd'hui que Patrice Talon est un démocrate convaincu. C'est un démocrate avéré. Il est devenu, d'abord, avant même la campagne, il dit, au regard des réformes qui seront difficiles à supporter, au regard d'un certain nombre de manœuvres que je compte faire, je ne voudrais pas d'un second mandat. Il a dit ça avant la campagne. Il a dit ça au cours de la campagne. Il a dit ça devenu président de la République. Conséquemment à cela, il a mis sur pied un comité, une commission pour s'occuper des réformes constitutionnelles. Malheureusement, à l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas vu la chose de la même façon que le président de la République. Je crois qu'à partir de ce moment-là, le débat devait être clos, puisque ce que le président Patrice Talon voulait n'était pas dans notre constitution, mandat unique. C'était lui seul qui croyait qu'au titre des réformes, il faut faire mandat unique pour ne pas avoir quelqu'un qui est dans la quête d'un second mandat, forcément, fait mal les choses. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes situés. Il n'a pas d'aversion pour le pouvoir. En temps, il a dit qu'il va aviser. Mais hier, il nous a dit que ce n'est plus d'actualité. Je crois que c'est simple à comprendre. Question mandat unique, un débat définitivement clos de l'offre, Faton. Il ne l'a pas clos hier. Il n'a pas clos le débat hier. Il a dit qu'il a pris hâte et que si la révision devait revenir en temps opportun, il verra. Et je veux simplement lui dire à mon vis-à-vis qu'il n'a qu'à se préparer parce que le combat ne sera pas de quoi sera rude. Et personne ne leur fera cadeau pour qu'il puisse revenir sur ce sujet. Et qu'il l'oublie une fois pour de bon. Parce que si vous le faites dans l'esprit de la Constitution... Le peuple béninois est averti et le peuple béninois ne se laissera pas bénir une seconde fois parce qu'il a été béni pour que Patrice Talon soit élu. La prochaine fois, elle ne sera pas bénie. Cela dit, je voudrais quand même demander à ce que, quand on est compétiteur né dans un pays, on affiche une posture et on dit les choses de manière claire pour que le vis-à-vis sache là où on va. La dernière fois, il y a 1 an, il a dit qu'il avisera. Cette fois-ci, il dit qu'il verra. Mais qu'il nous dise réellement ce qu'il veut, on saura. De quoi a-t-il peur? Parce que Jeffa est né? Parce que l'opposition est... Ne dites pas ça. Vous avez vu ça? Parce que l'opposition est plus que jamais éveillée? Non. Qu'il affiche les choses clairement et il nous aura en face. Nous n'avons pas peur. Si nos aînés sont là, nous les jeunes aussi, nous sommes là. Oui. Mais Jeffa était toujours là. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on parle de Jeffa. D'abord, Jeffa est devenu populaire alors que Jeffa était déjà populaire au regard des institutions, des infrastructures qu'elle abrite. Donc, je ne vois pas pourquoi on parle de Jeffa. Le président de la République n'a pas dit hier, pour ce que j'ai entendu, il n'a pas dit que, bon, voilà, je ne veux pas d'opposition dans le pays, je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela. Au contraire, il m'a semblé qu'il appréciait que cela participe de la vitalité de notre démocratie, que d'autres courants de pensée puissent exister dans le pays. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Et je crois que c'est cela fondamentalement qu'il faut souhaiter dans un régime démocratique comme le nôtre. Alors oui, sur la question, vous l'avez vu, assez d'esprit d'ouverture par rapport à cette question, car on l'a interrogé à propos. Il était frileux. Il était frileux. Et il a fait que ça montrer que depuis que Jeffa est né, personne ne donne au niveau de la rupture. C'est ce que vous avez vu? C'est normal. Parce qu'on connaît de quoi ils sont faits, de quoi la rupture est faite. Nous connaissons ceux qui font le BMP aujourd'hui. On sait que beaucoup d'entre eux ne seraient jamais à l'Assemblée si le président Yaya Boni ne les y a pas aidés. Et nous savons que le BMP... Mais Yaya Boni n'a pas voté à la place des populations. Nous savons qu'il y a beaucoup qui ont été positionnés sur la liste et beaucoup qui ont été soutenus et qui n'ont eu que l'onction du chef de l'État l'ancien chef de l'État pour être là. Et nous verrons les réalités lors des joutes électorales prochaines. Et ce qui est sûr, moi, ce que j'ai remarqué hier qui m'a beaucoup plus fait mal, et qu'après 2 ans de gouvernance, le président Patrice Talon continue de faire comprendre à l'opinion internationale que le Bénin est un État voyou. Il avait dit lors de la campagne, et il continue de le dire, parce qu'il a dit de manière verte hier que la justice béninoise est corrompue et qu'une justice béninoise ne travaille pas. Désolé de vous interrompre, le temps est complètement parti de l'offre. Attends, en 30 secondes. Je suis resté sur ma faim et je n'ai pas compris pourquoi le chef d'État ne peut pas changer de posture pour nous donner à voir. 30 secondes. J'ai vu un président de la République du Bénin
démocrate. J'ai vu un président de la République du Bénin plaisant et nous avons à souhaiter que cela soit ainsi. Merci Igor Aguenawa, merci Delors Faton, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir tenu compagnie. Une fois encore, 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera toute cette pensée de Pythagore avant de vous fausser définitivement compagnie. N'entretiens pas l'espoir de ce qui ne peut être espéré. Juste une bonne méditation tout le long de la semaine. Mesdames, messieurs, merci pour la fidélité à ce programme. À très bientôt. Ma photo, ouais.